Et ensuite, je vais bientôt terminer, l'esprit des lois, avec un paradoxe qui n'est pas un paradoxe auquel pensent les Japonais particulièrement, mais qui, moi, me semble très paradoxal, qui est que la loi au Japon, on pense souvent, je l'ai entendu 25 000 fois, les gens vous voyant Tokyo, vous questionnez, vous disent, on ne comprend rien, mais surtout, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'urbanisme, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de loi d'architecture. En fait, la ville japonaise est pourrie, pourrie. Et complètement, comme la ville européenne, fournie en loi. Elle ne s'exprime pas de la même manière. Elle crée du chaos visuel pour quelques raisons. Alors, voyez ce qu'est la ville. Je vous montre cette diapositive parce qu'en fait, vous voyez, c'est un peu sombre quand même. Là, on est près de la baie. Ça, en fait, c'est de la zone industrielle, près de la baie. Donc, c'est une ville qui se retourne. En fait, on pourrait penser qu'une baie, on va utiliser un front de mer. Non, pas du tout. On en fait une zone industrielle. Enfin, ça existe aussi en France, la zone industrielle près de la mer. Ensuite, on a cette ville. Et puis ensuite, on voit apparaître les infrastructures et l'agriculture qui rentre, maraîchère, qui rentre dans la ville. Donc, cette ville qui, en fait, voilà, est définie par 12 zones. La ville japonaise, c'est 12 zones. Toutes les villes japonaises, au niveau de la réglementation. Et ces 12 zones, c'est ça qui est intéressant de les voir, c'est qu'elles n'ont pas cherché, c'est un zonage, mais c'est un zonage paradoxal. C'est-à-dire que si vous voyez si vous lisez les 12 zones, vous avez des zones des zones de mixité. C'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de faire la zone purement industrielle, elle existe, c'est celle-là. La zone purement industrielle, c'est celle du... Pardon, je me trompe. La zone industrielle, c'est celle-ci, la purement industrielle. Et là-bas, en haut, c'est la zone purement résidentielle. Et entre ça, vous avez la zone commerciale et vous avez les zones qui mélangent. Zone moitié commerciale, moitié industrielle, zone moitié résidentielle, moitié résidentielle, moitié commerciale. Ce qui veut dire que, dans les faits, la loi provoque et ne cherche pas à le créer. On crée un zonage. Les Japonais ont pris le zonage aux Allemands. Les urbanistes japonais ont appris le zonage des Allemands, mais ils l'ont transformé avec leur ville, qui était une ville où il y avait très mélangée, et ils l'ont appliqué à une ville moderne, et ils n'ont pas cherché par le zonage à restructurer leur ville, et donc à créer véritablement ce qui est une des raisons du zonage, c'est-à-dire plus d'industrie dans la ville, pas d'agriculture dans la ville. Non, ils mélangent. Donc, d'une certaine manière, on est encore dans l'ordre de la contingence, où la loi d'un certain point de vue, ne cherche pas à tout serrer, à tout catégoriser énormément, mais en même temps, elle multiplie les catégories. Donc beaucoup de catégories, on est dans la catégorie, mais on les multiplie. Donc en fait, la catégorie perd de sa valeur. Voilà, toujours dans le... Ah oui, non, c'est bien ça, oui. Et voilà un autre document important qui est celui qui définit en fonction des zones. Les 12 zones sont en haut, en horizontal. Et sur la gauche, vous avez tout ce qui définit la base de l'urbanisme au Japon. C'est les ratios de construction, la surface construite au sol. C'est ce qui se trouve sur les... Donc, les ratios de construction, de surface construite totale, et suivant on est en pourcentage là, hein, et suivant les zones, vous avez des pourcentages qui évoluent. Les surfaces au sol construites, là également des pourcentages qui évoluent suivant les zones, etc. Et en dessous, tout ce qui sont les prospects. Et suivant les zones, les prospects évoluent. Quand vous voyez le dessin suivant, voilà ce que c'est qu'un plan entre guillemets directeur de la ville. Vous vous rendez compte que c'est un énorme patchwork. Chaque couleur correspond à une zone, et donc on mélange. Les zones sont extrêmement mélangées, et donc à chaque zone correspond des prospects, je reprendrai des termes qu'on n'utilise plus beaucoup en France, mais des postes, des costes différents, et de manière extrêmement mélangée. Vous voyez également une autre chose, qui sont ces lignes roses, qui sont ce qui va en fait créer cette impression de village au Japon. C'est sur les rues principales ou de super-îlots. Sur les rues principales, environ sur une bande qui peut varier suivant les zones, d'environ 30 mètres de chaque côté de la rue, vous pouvez construire plus haut.
Donc on va avoir une sorte d'îlot informel qui ne correspond à rien d'autre qu'à des grandes rues qui enserrent un ensemble d'îlots en véritable, en fait, et qui vont donc créer une sorte de barrière visuelle qui va faire cette espèce d'osselage de la ville et qui va donc créer là également cette impression de chaos et de structuration un peu floue, et qui est en fait le résultat, là également, de la loi. La loi, une fois de plus, vous amène, ce qu'un ami a dessiné comme ça, à faire ça. Et dans la réalité, c'est ça. Vous avez donc ici en face de vous, une sorte de super îlot, qui n'en est pas un, en fait, qu'il est traversé de rues, et il y a une sorte de croûte périphérique de bâtiments plus hauts, et toute la ville se fait comme ça. Donc ça se fait entre guillemets ad hoc, ça se crée comme ça parce que la loi le permet, et ça structure la ville, mais en fait c'est une structuration qui n'est pas du tout, qui ne cherche pas à faire une forme. La forme, elle est... Quel est l'objectif de ces lois? Parce qu'on a l'impression que c'est d'un arbitraire parfait, à part construire haut le long des voies. On ne comprend pas très bien quel est l'objectif de toutes ces règles très complexes. Oui. L'objectif, il est multiple. Alors, il n'y a pas de... Et une loi qui manque, il n'y a aucune, à part quelques zones, il n'y a aucune réglementation esthétique. C'est aussi une chose qui influe sur la personne que vous avez. Vous pouvez avoir des bâtiments de différentes formes, tailles, couleurs, matériaux, etc. Pour répondre à la question d'Ariella, qu'est-ce qui motive ça? Pas du tout la bêtise, parce que personne n'est bête, il y a des logiques. Essentiellement deux choses. Là, cette zone-là, en fait, c'est une zone plus ou moins résidentielle. Donc on ne peut pas aller plus haut que 10 mètres, et donc on cherche à protéger l'habitabilité de la zone ici. Donc ça, c'est essentiellement du résidentiel, et on est très central, on est à Shinjuku, là. Donc on n'est pas à 20 km du centre, on est vraiment à Shinjuku, donc tout à fait au centre, et donc ça, c'est pour protéger l'habitabilité, le côté... l'urbanité japonaise fait de petits bâtiments, de petites maisons, ce qui donne cette ville pas dense. Et ça, c'est autour, effectivement, c'est la loi du commerce. Sur les rues importantes, on construit plus haut car on gagne de l'argent. Donc c'est une sorte d'aller-retour entre la vision pragmatique où on cherche à protéger les qualités de la ville, et en même temps on cherche à gérer une économie et à proposer et permettre aux promoteurs et aux constructeurs de construire et de gagner de l'argent. Alors je m'excuse, on me voit encore, mais je préfère tout sur la ville, voilà. Voilà. On l'a fait, on peut dessiner ça de manière différente, mais c'est exactement la même chose. Et vous avez ces super îlots qui sont moi j'appelle ça le dekobogo, c'est en japonais, ce qui veut dire un redent. Donc c'était un buisson à dents. Et donc vous avez ce super îlot qui n'en est pas un, et qui structure la ville. Le voilà exprimé d'une autre manière par un ami japonais qui a repris une pâtisserie japonaise qui est faite comme une poche, comme un sac. À l'extérieur, vous avez du riz, et à l'intérieur, vous avez de la pâte de haricots. Et c'est ce qu'on appelle le hanko. Et autour, donc c'est hanko au milieu et gawa qui est la peau au-dessus, autour. Donc on est dans la métaphore, mais elle représente effectivement ce que c'est. Et c'est pas un vrai îlot, et c'est pourtant ce que vous voyez comme un îlot. C'est pas un vrai îlot à la française. Une autre chose qui est assez étonnante, si vous regardez bien, c'est un vrai plan, si vous regardez bien ça, on est maintenant au niveau de l'unité. Et ce que vous apercevez, c'est qu'on a des îlots, les îlots, donc les buissons à dents, ces îlots complètement denses, et vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'avez pas non plus dans le résidentiel ici, une maison sur la rue, et entre les deux, vous avez donc un buisson complètement dense, un îlot complètement dense, car ces maisons-là, ces bâtiments-là n'ont qu'un accès à la rue, mais ils sont absolument invisibles de la rue. Donc ici se crée une ville extrêmement dense au niveau construit, parce qu'on est toujours à moins de 10 mètres, c'est les zones résidentielles, donc on n'est pas dense en population, on est dense en construction. Et c'est cet îlot japonais qui n'en est pas un, puisqu'en fait il va être cerné beaucoup plus loin par une grande rue et des murailles. Et dans l'îlot lui-même, on a cette espèce de paradoxe qu'on cherche par les prospects, par les COS, les POS, à maîtriser la densité, et que par ailleurs on permet, par d'autres réglementations, des habitations dans le cœur même de l'îlot. Toujours
ces étonnants rapports entre ordre, contingence et protection de l'urbanité et en même temps densité. Les parcelles, et ce que je vous montre en fait, c'est l'explication de ce que vous avez vu avant. C'est cette parcelle-ci, cette maison qui se trouve derrière, qu'on retrouve, là c'est un dessin, mais là c'est une réalité, et cette maison qui est là. En fait, cette maison-là, ce sont les parcelles en drapeau. C'est en fait une ancienne parcelle unique qui a été, pour des problèmes d'héritage, coupée en deux, et on a seulement besoin d'avoir un accès de 2 mètres pour accéder derrière à la parcelle qui se trouve là. Donc ça, c'est l'artifice légal, mais ça permet de répondre aux problèmes de succession extrêmement élevés, les droits de succession, et ça permet également de densifier la ville. Je crois que je suis en train de... un peu dépassé. Bon, il y avait encore beaucoup de choses, on veut dire plein de choses, c'est une grande ville, on a plein de choses à dire. Voilà ce que c'est que cet îlot dense. La maison qui est derrière là-bas, elle n'est accessible que par ce petit chemin. Une autre, et quand vous êtes dans l'îlot lui-même, c'est ça. Donc vous êtes, et là c'est pas la rue, c'est une sorte de chemin semi-privatif. C'est pas de la rue publique, simplement c'est un espace collectif. Et il est maîtrisé par personne en particulier. Il est entretenu, si vous voulez. Hein, il n'est pas vraiment entretenu. C'est-à-dire qu'il y a un civisme au Japon, donc les gens ne jettent pas d'ordures, mais on peut trouver effectivement un vieux scooter, un vieux vélo posé. Mais donc il n'y a pas de désordre, c'est un désordre, mais ça appartient à personne. Ça appartient à une sorte à la communauté. Donc effectivement, ça n'appartient en vrai à personne, mais c'est un espace qui peut être géré par la communauté. Et les Japonais ont ces communautés liées souvent aux rues et aux micro-îlots. Voilà ce qu'est l'îlot. Alors, la raison pour laquelle vous avez cette structure qui paraît incohérente visuellement, c'est parce que l'urbanisme japonais ne se base pas sur l'îlot, mais il se base sur l'unité, sur la parcelle. Et sur la parcelle, chacun est astreint aux mêmes règles que les autres, mais on peut chacun jouer de la règle. Voilà donc une parcelle en jaune, un bâtiment en noir sur la parcelle. On peut se reculer, donc il n'y a pas de continuité sur la rue. En se reculant, on peut gagner de la hauteur, parce qu'on a des prospects qui évoluent suivant qu'on se recule. Et voilà ce que donne, sur une même rue, l'application exactement de la même règle de prospect à 3 parcelles différentes. Vous avez à gauche, le plan, avec ce que sont au départ les cubes, et ensuite ce que les règles de prospect font, suivant que le premier cube, le deuxième cube ou le troisième cube, suivant l'architecte, suivant le propriétaire, ce qu'il veut en faire. Il veut en faire un escalier, il préfère avoir un peu plus de hauteur et des pans coupés. Et donc vous allez avoir ici, ça, ce qui va apparaître de manière visuellement extrêmement désordonnée, qui est simplement l'application de la règle des prospects à chaque parcelle, avec un prospect sur rue, un prospect sur le voisin et un prospect au nord. Et donc, l'application de ces prospects donne ces choses désordonnées, voilà, là c'est une vraie image, chacun a appliqué prospect d'une manière différente, mais a appliqué le même prospect. Voilà ce que pourrait être virtuellement un volume dans lequel on aura appliqué tous les prospects sur 4 rues dans une zone commerciale, hein, dans une des 12 zones. Ça donnerait ça, ce qui apparaît effectivement comme une sorte d'insanité architecturale. Alors vous avez l'architecte qui va exactement faire ça. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait. On a fait une maison et on a appliqué les règles du prospect. Là où on est plus subtil, c'est que ça apparaît comme la règle de prospect est bêtement appliquée. En fait, on a joué de ça, et on joue tous de ça. On a un prospect sur rue, un prospect sur le voisin, un prospect au nord, et en fait, et qui ne sont pas les mêmes les angles, on a simplement, nous, tout réaligné pour des problèmes à l'intérieur, on a réaligné nos faces. En fait, si on les avait appliquées bêtement, on aurait des hauteurs différentes. Pour des problèmes d'architecture intérieure, on a réaligné, et également nos pentes, pour des problèmes également d'habitabilité, sont différentes. Donc on joue dans ce qui apparaît comme l'application directe du prospect, en fait, pas du tout. On en joue. Par ailleurs, c'est une architecture très défensive.